situation de l'agriculture au Québec inquiète beaucoup depuis plusieurs mois. Il y a eu des manifestations un peu partout et je suis avec M. Jérémy Letellier, qui est président de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles pour la Montérégie. Bonjour, M. Letellier. Bonjour. Vous êtes vous-même producteur. Oui. Pouvez-vous nous expliquer à nos téléspectateurs quelle est votre spécialité? Ouais, moi, j'ai une ferme céréalière à Napierville avec mon frère Simon puis mon père Jérôme qui travaille encore beaucoup sur la ferme aussi. Donc, on cultive du maïs grain, du soya et du blé. Puis, ce qui est particulier, c'est que notre production de soya et de blé, c'est destiné à la semence. Donc, pour revendre à d'autres producteurs qui vont pouvoir semer l'année d'après. C'est destiné à la semence. Pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire? Essentiellement, c'est qu'on va s'assurer de la pureté variétale d'un champ. Donc, si on sème un champ de soya, il faut qu'il soit uniforme, il faut que ce soit toute la même variété. Donc, si on voit des plants qui sont différents, on les arrache. Donc, quand même un travail qui est assez fastidieux. Là. Ça implique aussi beaucoup de nettoyage au niveau des machineries, la semeuse, la batteuse, les silos. Donc, pour s'assurer vraiment que la pureté variétale est la meilleure possible, pour ensuite les vendre aux autres producteurs qui vont leur semer l'année d'après. OK. Pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi l'UPA de la Montérégie? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, l'Union des producteurs agricoles représente l'ensemble des producteurs agricoles du Québec. Donc, pour la Montérégie, c'est la même chose pour nos producteurs en Montérégie. On est la plus grosse fédération régionale au Québec. Donc, au Québec, il y a à peu près 28-29 000 fermes. Au Québec, en Montérégie, on a environ 7 000. Puis on représente donc les 10 500 producteurs agricoles qui travaillent sur ces 7 000 fermes-là. Et en termes de valeur de production, l'importance relative de la Montérégie, c'est quoi? C'est important quand même. Là. À l'échelle du Québec, on parle d'environ le tiers de la production agricole. Donc, le quart des producteurs, le tiers de la production agricole au Québec. D'accord. Et comment vous êtes organisé? Votre organisation se matérialise comment en Montérégie? On a des affiliés au niveau des syndicats locaux. Nos syndicats locaux, dans le fond, on en a 15, sont calqués sur les territoires des MRC. D'accord. Donc, un syndicat pour le Haut-Saint-Laurent, les Jardins-Napierville, Vallée du Richelieu. Particularité au niveau de la MRC des Mascoutins, qui est quand même un très gros territoire agricole. Il y a plus que 1200 fermes sur le territoire des Mascoutins. Donc, ils sont scindés en deux, puis il y a 2 syndicats pour la MRC des Mascoutins. Okay. Donc, ça fait 15 syndicats locaux. Puis, on a également des productions spécialisées qui siègent à notre conseil d'administration. Okay. Vous avez combien comme ça en Montérégie, des syndicats spécialisés? On représente à peu près toutes les productions, mais sur le conseil d'administration, il y a 15 spécialités qui sont représentées. Donc, le bovin, le grain, le lait, l'alouette. On a quand même un conseil d'administration qui est assez important. À 33 membres. 33 membres, effectivement, c'est pas mal comme conseil d'administration. L'UPA célèbre son 100e anniversaire cette année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que ça représente pour votre organisation en termes d'activité dans la région? Il va y avoir des activités, ça a déjà commencé en fait, mais ça va être souligné tout au cours de l'année. Donc récemment, on a eu par exemple, on a eu notre gala Agristar, donc c'est notre gala qu'on tient à chaque année au Théâtre Manuvie à Brossard. C'est quand même un événement qui est assez couru, là, qui est très apprécié des producteurs, qui récompense les producteurs pour les actions qu'ils ont faites au cours de la dernière année. Cette année, le thème, c'était le 100e anniversaire de l'Union, donc on l'a souligné, notamment dans le cadre du gala. Cet été, à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe, ça va être souligné aussi. Donc, il va y avoir plusieurs événements comme ça, dans lesquels on va souligner le 100e anniversaire. Puis, il y a aussi beaucoup d'outils qui ont été mis, d'outils promotionnels, qui ont été développés justement pour souligner l'anniversaire. Donc, quand même, je pense que dans la société, il n'y a pas beaucoup d'organisations qui fêtent le 100 ans, puis qui gardent leur pertinence comme nous, on la garde. Donc, ça être trop festif, parce qu'il demeure que la situation... Le contexte peut être moins... En agriculture, c'est pas évident tout de suite, mais il demeure, je pense, ça mérite d'être souligné. Maintenant, si on regarde du côté de la Montérégie comme telle, c'est quoi l'importance de la Montérégie comme région agricole dans le contexte du Québec? C'est assez important quand même. Là. On l'a dit, là, le tiers du chiffre d'affaires agricole est en Montérégie. On a nos gros pôles agroalimentaires au Québec sont en Montérégie, notamment à Saint-Hyacinthe, effectivement, on le sait. C'est la technopole agroalimentaire au Québec. Ici, dans notre région, à Saint-Rémy aussi, notamment avec la production maraîchère, c'est un autre gros pôle agroalimentaire qu'on a dans la province. Puis l'autre particularité, c'est que le gros de la production de grains au Québec qui sert à nourrir notamment notre industrie animale, donc que ce soit les porcheries, les poulaillers, la production bovine, ou toutes les autres productions animales, le gros de la production de grains se fait en Montérégie. Donc, d'une certaine façon, on dit qu'on est le garde-manger du Québec ou le grenier du Québec. Donc, on envoie nos grains un peu partout au travers de la province.
OK. Maintenant, récemment, le premier ministre Legault a affirmé à l'Assemblée nationale qu'il n'y avait pas de crise en agriculture au Québec. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? Bien, au moins, il l'a rectifié, puis après ça, il l'a dit qu'il y avait une crise, mais il demeure que ça a pris du temps au gouvernement à admettre qu'il y avait un problème, mais ça fait des années qu'on l'interpelle là-dessus, qu'il y a des difficultés, notamment, spécialement pour la relève, mais aussi pour certains secteurs de production. Là. Donc, dans le porc, ça va mal depuis plusieurs années. Production maraîchère, on l'a vu l'an dernier, ça a été catastrophique au niveau climatique, mais ça fait des années qu'on dénonçait la situation comme quoi que le programme d'assurance récolte il n'était pas adapté. Absolument pas. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça que finalement, de faire comprendre au gouvernement qu'il y avait véritablement un enjeu, ça a été long. Là, il a admis qu'il y a une crise. Maintenant, il faut amener des solutions à cette crise-là. Mais c'est ça, il y a eu effectivement de nombreuses manifestations d'agriculture au Québec. D'ailleurs, pas seulement au Québec, on voit ça un peu partout dans le monde, mais ça, c'est une autre question. Mais particulièrement au Québec, dans la région ici, il y a eu plusieurs manifestations, dont une récente à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est quoi sans jeu de mots, M. Jérémy, c'est quoi les raisons de la colère des agriculteurs? Bien, il y en a plusieurs, puis je dirais qu'ils se recouvrent vraiment sous deux parapluies. Là, premièrement, il y a toutes les difficultés au niveau financier. Fait que ça, bon, on a parlé des enjeux d'assurance récolte pour le secteur horticole. Les difficultés qu'ont la relève, puis nos fermes en démarrage c'est vraiment pour s'assurer d'une certaine pérennité. Là. Tout de suite, je pense que toutes ces fermes-là qui sont en démarrage, dont on a encouragé le développement. Avec la pandémie, il y avait tout ce mouvement-là d'achat local, de fermes de proximité, de contact avec le citoyen pour s'assurer notre autonomie alimentaire. On a encouragé ça, le gouvernement a encouragé ce mouvement-là. Beaucoup de petites fermes qui se sont créées. Puis au premier coup dur, quand on voit que au niveau climatique, c'est difficile, au niveau de l'économie, c'est difficile, on les laisse tomber, puis là, ils lâchent tout. Fait qu'ils sont même pas capables de s'imaginer un avenir en agriculture tout de suite. Fait que ça, c'est un gros enjeu, l'enjeu financier. L'autre enjeu, c'est tout ce qui est aspect réglementaire, les obligations administratives, la paperasse, puis le manque de compétitivité que ça nous occasionne aussi. Là. On impose des conditions. Oui, c'est ça, un climat d'affaires qu'on ne demande pas aux produits qui viennent de l'extérieur. Il n'y a pas de réciprocité des normes, donc, comme vous dites. Effectivement, on retrouve beaucoup de produits étrangers sur nos tablettes. Pourquoi les agriculteurs n'arrivent pas à compétitionner avec les produits étrangers? C'est quoi, selon vous, les principales raisons? Ben, c'est clair que c'est au niveau des normes de qualité et des standards qu'on exige de nos producteurs ne sont pas exigés des produits de l'extérieur. Donc, nous autres, ce qu'on dit, c'est que c'est correct qu'il y ait des produits de l'extérieur qui arrivent ici. Nous aussi, on exporte. On exporte une partie de notre production, mais ce que les autres juridictions peuvent savoir, c'est que quand ça vient du Québec, ça a été produit avec des très hauts standards de qualité. Fait que si c'est sur leur tablette, qu'on soit compétitif. Il y a des coûts qui sont associés à ça, ces standards-là. C'est ça. Puis il y a une qualité qui est là. Tandis que si on fait rentrer de l'ail qui vient, je sais pas, de la Chine ou je sais pas où, ou des bleuets qui viennent du Chili, qui sont à une fraction, qui sont vendus à une fraction du coût de production qui est imposé à nos producteurs ici, bien, c'est clair que c'est parce que c'est pas produit selon les mêmes normes. C'est ça, il y a les normes de qualité, mais il y a aussi les salaires qui sont beaucoup plus bas dans ces pays-là, bien sûr. Il est question aussi de l'aide gouvernementale qui est accordée, par exemple, aux États-Unis. Est-ce que les agriculteurs, les producteurs sont aidés financièrement par le gouvernement américain ou les gouvernements américains? C'est sûr que là, on rentre dans le jeu des pourcentages. Si on regarde les nations de l'OCDE, il y en a qui sont plus aidés qu'ici. C'est généralement reconnu. Mais si je veux donner un exemple concret, il y a quelques années, le gouvernement Trump a déclaré une espèce de guerre commerciale avec la Chine. La Chine a répliqué en arrêtant les importations de soya. Ce qui fait que le soya a chuté de façon drastique à la bourse. Puis nous autres, notre prix est basé sur le prix de la bourse à Chicago. Fait qu'on est directement tributaire du prix américain dans le soya. Le gouvernement Trump il a sorti à la planche à billets. Il a envoyé, je pense, 25 ou 30 milliards en aide directe aux producteurs pour compenser cette perte-là au niveau des revenus des producteurs qu'il avait créés lui-même. Nous, on a été victimes de ça, mais on n'a pas été compensés. Donc, il y a des aides d'appoint comme ça, des crises qui sont créées de toutes pièces par le politique, pour lesquelles on a été des victimes, puis pour lesquelles on n'a pas eu les mêmes compensations qu'il y a eu ailleurs. Et parallèlement à ça, on assiste à une augmentation phénoménale des valeurs de la valeur des terres au Québec, des terres agricoles au Québec.
Comment les jeunes producteurs, les jeunes qui veulent se lancer en production agricole vivent ça? Ben, c'est extrêmement difficile. Ça prend tout un acte de foi pour se démarrer en agriculture tout de suite. Les possibilités sont très limitées. Souvent, ça va être sur des petites parcelles. Il faut être capable de se démarquer avec un produit qui va avoir une valeur ajoutée. C'est vraiment pas évident. Il y en a qui font et qui réussissent très bien quand même. Fait qu'on voit que les possibilités sont là, la compétence est là. Mais au niveau des affaires, c'est extrêmement difficile, on ne se le cachera pas. Je lisais une statistique à l'effet que ça prend 14 ans et demi au Québec pour rentabiliser une terre maintenant. Est-ce que ça correspond à ce que vous pouvez voir sur le terrain, ça? Oui, je le croirais. Là, souvent, c'est peut-être un peu plus long que ça a déjà été. Je pense que ça a toujours été un petit peu ça le pattern. Comme quoi on achète une terre qui est au-dessus de la valeur agronomique, de la valeur productive, ça c'est clair. Puis bon, avec le temps, l'effet de l'inflation puis l'effet de l'augmentation de la production qui se voit tout le temps, ça finit par se rentabiliser. Puis ça devient un bon investissement. Si on le regarde strictement au niveau financier, ça a l'air fou au début, puis au bout de 10-15 ans, puis souvent le producteur dit « j'ai fait un bon move Okay. ». Mais il demeure que pendant ce temps-là, il faut être en mesure de la rentabiliser. Quand c'est une ferme qui est déjà établie, elle peut se rabattre sur ses autres terres qu'elle avait déjà. Pour une ferme en démarrage, ils n'ont pas ce luxe-là. Est-ce qu'on observe en Montérégie le phénomène dont on a parlé récemment dans les journaux, en effet, qu'il y aurait de plus en plus une concentration, c'est-à-dire des grands propriétaires terriens qui seraient 350, qui posséderaient 14 des terres alors qu'ils en possédaient 10 en 2007. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez constater vous-même en Montérégie? Bien, il y a des phénomènes qu'on n'a pas vus en Montérégie. Donc, là, 10-12 ans, il y avait eu notamment la société Pangea qui avait été mise sur pied. Puis ça, Par Charles Sirois. C'est ça, exactement. Donc, le modèle d'affaires, c'est carrément d'aller chercher aller faire des levées de fonds auprès d'investisseurs puis d'acheter des blocs de terre. Là. Ça, on a vu sur le Lac-Saint-Jean, à Bas-Saint-Laurent, où ils ont pratiquement acheté des villages au complet. Là. Puis ça a eu un effet énorme sur la hausse du prix des terres, clairement. Puis aussi sur les possibilités des fermes environnantes de pouvoir se consolider. Ce phénomène-là, il n'y a pas eu lieu en Montérégie, mais il demeure que, oui, il y a une consolidation quand même là, qui se fait au niveau de la propriété des terres. Les fermes sont de plus en plus grosses. Puis en plus, il y a des spéculateurs qui se mettent de la partie aussi, qui font augmenter le prix des terres. Fait que c'est un problème qui est complexe, mais généralement, c'est un problème qu'on voit un petit peu partout, mais à une échelle qui est variable, qui est probablement un peu moins pire en Montérégie qu'ailleurs. Mais ça existe quand même. Puis les terres sont quand même plus chères en Montérégie qu'ailleurs aussi, parce que la productivité est plus là. Agriculture Canada prévoit une chute d'environ 86 du revenu des revenus agricoles au Québec, et ce, après une chute de 49 en 2023. On parle même de la pire crise depuis 1938. Écoutez, qu'est-ce que vous voyez, vous, par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez constater des chiffres aussi catastrophiques que ça? C'est qu'on le voit sur le terrain. Je veux dire, puis moi, je suis un producteur de grains. J'ai été chanceux. Là. Les producteurs de grains à Montérégie ont eu une conjoncture favorable. Avec la guerre en Ukraine, les années 21-22 ont probablement été des bonnes années au niveau des états financiers de beaucoup de producteurs de grains. Mais là, ce contexte-là n'existe plus. Là. La guerre a stagné, les exportations ont repris. Mais le coût, la hausse des prix dans les grains a amené une hausse des intrants qu'elle ne s'est pas résorbée. Pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce que ça représente concrètement, les hausses de coûts de production pour les producteurs agricoles? Bon, moi, dans le grain, par exemple, mon plus gros poste de dépense au niveau des intrants, c'est les fertilisants, les engrais. Ils ont doublé. En 2021 et 2023, ils ont carrément doublé. Là, ils ont baissé un peu, mais ils ont baissé d'environ 20 mais le prix du maïs qui avait doublé, lui, est revenu au niveau initial. Fait que donc, c'est un coût qui sort de mes poches qui ne reviendra pas. Même chose dans le secteur maraîcher, un poste de dépense qui est très important, c'est les boîtes de carton. Quand on dit que l'inflation a augmenté beaucoup au niveau de la société, on parle de 6, 8, 10 puis ça s'est résorbé à 3-4 les boîtes de carton ont augmenté de 40 Donc, il y a des postes de dépenses qui ont carrément explosé puis qui ne sont pas revenus au niveau initial. Puis, je ne vois pas comment ils pourraient revenir au niveau initial non plus. Et tout ça en même temps que les revenus baissent. Les revenus baissent, les taux d'intérêt ont monté. Taux d'intérêt, ça fait très mal à une producteur agricole. Là. Ça affecte tout le monde, les taux d'intérêt, mais en agriculture, ça prend 9 d'investissement capital pour aller chercher $1 de revenu brut. Ça, c'est en moyenne, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est clair que les producteurs agricoles ont tous des dettes. Fait que si on triple le coût de la dette, parce que les taux d'intérêt ont triplé, bien, ça va chercher directement nos liquidités.
Il semble que les jeunes producteurs, les nouveaux producteurs sont obligés de travailler à temps partiel. Est-ce que c'est aussi une réalité que vous pouvez constater? Absolument. Ils vont se chercher. Souvent, on voit, c'est un couple qui s'est parti d'une ferme, puis un des deux conjoints qui va aller chercher un travail à temps partiel parce qu'ils se rendent compte que les revenus sont plus là. Les revenus ont baissé, en fait, puis déjà, qu'ils ne roulaient pas sur l'or nécessairement. Puis le phénomène qui est encore plus triste qu'on voit actuellement, c'est qu'il y en a qui abandonnent carrément. Qui abandonnent carrément. Ils nous disent on ne vivra pas une année comme 2023, travailler 80 heures par semaine pour perdre 50 000 $. On va aller faire d'autres choses. C'est compréhensible aussi. Ça doit être difficile pour un producteur agricole de prendre des vacances. Effectivement, c'est ça. Puis encore une fois, surtout pour les fermes en démarrage, les fermes où c'est un propriétaire unique ou un couple. Les fermes bien établies, je pense qu'ils réussissent à atteindre un certain niveau de vie. Puis quand on est dans une production animale, on sait qu'il faut ça prenne une présence constante. Mais pour les jeunes entrepreneurs, je pense qu'ils ne pensent même pas tout de suite. Là. Ce qu'ils pensent, c'est sauver leur peau. Vous avez évoqué tout à l'heure l'été catastrophique, l'été très pluvieux de 2023. Au niveau des enjeux des changements climatiques, qu'est-ce que ça veut dire pour les agriculteurs de Montérégie? Bien, c'est beaucoup plus d'imprévisibilité qu'avant. Ça, c'est clair. Les coups d'eau sont énormes, puis ils arrivent de plus en plus fréquemment. Puis on dirait que ça prend... Quand j'étais jeune, s'il tombait un pouce d'eau dans une journée, c'était une grosse averse. Maintenant, on peut avoir un pouce d'eau en 20 minutes. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que ça inonde tout. Donc, si les sols ne sont pas adaptés pour ça, si c'est mal drainé, si ça n'a pas été nivelé, si on n'est pas capable d'évacuer l'eau, bien, le stock, il va pourrir. Puis c'est ce qu'on a vu l'an dernier en production maraîchère. Puis pourtant, nos producteurs sont excellents. Là. Ils sont prêts à faire face à beaucoup d'intempéries, mais quand jour après jour après jour, c'est un déluge qu'on voyait une fois par année auparavant, bien, c'est rendu extrêmement difficile de s'adapter à ça. Là. Donc, la bonne nouvelle là-dedans, si on peut parler de bonne nouvelle, c'est qu'on se fait dire que c'est pas... L'an dernier, c'est quand même une anomalie. Là. Ça ne veut pas dire que ça va être la norme tout le temps. Mais on a vu les limites de nos programmes par rapport à ça, le fait qu'on a perdu une année au complet à cause des conditions. Les programmes d'assurance stabilisation, c'est ça que vous parlez, d'assurance récolte, qui n'ont pas répondu à cette situation-là. Ils n'étaient pas adaptés pour ça. Au niveau des défis environnementaux, toujours, est-ce que dans la région, il y a des difficultés, il y a des problèmes avec la pollution des cours d'eau agricoles? Est-ce que c'est un problème, ça qu'on rencontre? C'est sûr que c'est un enjeu. Parce qu'on parle de ça, de ce temps-là dans les journaux, les questions de ministère de l'Environnement, dans tout ça, qui veut... Alors, comment c'est vécu ici en Montérégie? Bien, c'est un enjeu, on ne se le cachera pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis sur pied aussi par les producteurs pour diminuer cet impact-là. Donc, il y a le règlement des bandes riveraines. Les producteurs sont de plus en plus conscientisés de l'importance de mettre en place la bande riveraine. Puis, c'est pas juste... C'est beaucoup par rapport à la qualité du cours d'eau, mais même pour le producteur, ça fait du bon sens. Pour que les minéraux ne se ramassent pas directement dans le cours d'eau, qu'ils soient retenus dans le champ et qu'ils fassent effet où est-ce qu'on a besoin qu'ils fassent effet, bien, il faut mettre en place des mesures pour que ça fonctionne. Donc, il y a eu plusieurs initiatives qui ont été mises de l'avant. Puis le gouvernement aussi a fait des bonnes choses là-dedans. Là. Je pense que le plan d'agriculture durable qui a été mis en place, c'est un bon incitatif pour les producteurs, pas juste un incitatif, mais une belle aide aussi pour les producteurs pour mettre en place des gestes qui vont améliorer leur environnement. Donc, moi, je pense qu'il y a des bonnes nouvelles là-dedans, mais il demeure qu'on peut toujours s'améliorer, puis il faut qu'on s'améliore aussi. On est les premiers concernés. Là. Nous autres, on est là depuis des générations, puis on espère être là pendant encore des générations. On n'a pas intérêt à scraper notre environnement. Il faut le voir de ce temps-là aussi. On a vécu quelques fermetures d'abattoirs dans la région dans les derniers mois. Est-ce que on peut dire que l'industrie du porc est en crise en ce moment? Clairement, oui. Vous expliquer finalement comment on en est venu là? Oui. Bien, la crise, en quelque part, est mondiale, on ne se le cachera pas. Là, le prix du porc a baissé au cours des dernières années partout. Donc, aux États-Unis, il y a eu des fermetures de porcheries, en Chine, il y en a eu en Europe. Donc, c'est pas spécifique au Québec, ce qui s'est passé. Ce qui est spécifique au Québec, c'est un petit peu la concentration de l'abattage dans les mains de l'IMEL qui s'est produit au cours des dernières années. Okay. L'IMEL c'est quand même endetté de façon importante pour aller chercher cette mainmise-là, si on veut. Puis avec la conjoncture économique actuelle, avec l'augmentation du taux d'intérêt, bien, leur dette est venue difficile à gérer. Fait qu'ils ont eu des choix difficiles à faire. Puis c'est plate ce qui s'est passé parce que les producteurs sont vraiment fait refiler la note par rapport à ça. Donc,
des coupures au niveau de la prix. convention. Les prix sont négociés, des conventions. Puis Olimel est revenu de l'avant à plusieurs reprises pour couper ces prix-là. Donc, c'est les producteurs qui en ont fait les frais. OK. Si on regarde maintenant au niveau du recrutement de la main-d'œuvre, c'est quoi la réalité qui est ici en Montérégie pour le recrutement de la main-d'œuvre? Bien, c'est sûr que, bon, quand on parle de recrutement de la main-d'œuvre, le principal enjeu, c'est au niveau des travailleurs étrangers, leur accessibilité, puis je ne veux pas dire la facilité, mais il faut quand même qu'on simplifie le processus pour aller les chercher. Il y a quand même beaucoup de. Encore, quand on parle de bureaucratie, bien, ça, c'en est un exemple. Toute la paperasse, la bureaucratie, les démarches que le producteur doit faire pour pouvoir amener des travailleurs étrangers sur sa ferme. Puis c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus parce qu'on ne peut pas compter sur la main-d'œuvre locale dans nos fermes. Surtout les fermes qui ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre, les fermes maraîchères, ils n'auront pas la constance, puis ils n'auront peut-être pas non plus la qualité de travailleurs qu'ils ont besoin pour faire fonctionner leur entreprise. Ça prend un apport de travailleurs étrangers. À votre connaissance, à Montérégie, est-ce que ça fait longtemps qu'on fait venir des travailleurs étrangers pour travailler sur nos terres? Moi, j'en ai toujours vu. Depuis que je suis tout petit, c'était les fermes maraîchères essentiellement. Moi, je viens de Napierville, donc je côtoyais ces producteurs-là. Fait que, de mémoire, il y en a toujours eu. Mais c'est sûr que c'est un mouvement qui a pris de l'ampleur. Parce que maintenant, les fermes laitières, les fermes porcines engagent justement des travailleurs étrangers aussi pour subvenir à leurs besoins. Si on vient à l'inflation maintenant, parce que d'un point de vue du consommateur qui voit les prix augmenter, surtout dans les aliments, sur les tablettes d'épicerie, le consommateur voit les prix augmenter, puis en même temps, il lit dans les journaux que les agriculteurs, leur revenu baisse. Ouais. Alors, est-ce qu'il n'y a pas finalement une contradiction ici? Il y a quelque chose qui ne marche pas, là, manifestement. Comment vous voyez ça? C'est la grande question. C'est que souvent, on le sait, là, on essaie d'imposer un code de bonne pratique aux épiceries, puis pas facile. On le voit que ils ont quand même des profits qui sont là. Ils ne peuvent pas le cacher. Là. Puis on comprend leurs obligations et leurs contraintes, mais il y a une marge de profit qui va là, certain. La concentration dans l'industrie de l'abattage aussi permet de croire qu'il y a une partie des profits qui vont là aussi. Puis ce qu'on peut voir aussi en agriculture, c'est que des fois, il va y avoir une conjoncture ponctuelle qui fait que les revenus sont intéressants. Mais après ça, les prix vont baisser. On le voit dans le grain, on le voit dans le bœuf, on le voit dans le porc, on le voit dans tous les secteurs de production. Mais à l'épicerie, le prix ne baisse jamais. Fait il y a ça aussi qui se passe. Des fois, il va y avoir une poussée des prix qu'on va recevoir en tant que producteur agricole. Ça va se résorber, mais le prix à l'épicerie reste le même. Donc, on se doute qu'il y a quelqu'un quelque part qui s'en met un petit peu plus dans les poches. On entend des voix qui expriment que, la loi sur la protection du territoire agricole devrait être modernisée, hein, c'est un terme à la mode, devrait avoir plus de flexibilité. De votre point de vue d'agriculteur, mais surtout de votre point de vue de président de l'UPA de Montérégie, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous croyez que la loi de la protection du territoire agricole fait son travail? Oui, absolument. Elle fait son travail, même que... Quand on parle de la moderniser, moi, je mets toujours un bémol là-dessus parce que, comme vous dites, ça veut toujours dire qu'il faut y donner de l'air, il faut y donner de la flexibilité. Puis dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut l'affaiblir. On veut rendre ça plus facile de dézoner des terres agricoles. Moi, je pense que la loi fait sa job tout de suite. Si le gouvernement veut aller de l'avant pour la moderniser, ce serait pour la renforcer, selon moi, particulièrement. Renforcer la protection du territoire agricole. Absolument, parce que, on entend toujours dire que c'est difficile de dézoner une terre, que ça prend beaucoup de démarches, que la loi est trop sévère, mais au final, depuis le passage de la loi en 1978, c'est 25 000 hectares de terres agricoles qu'on a perdu en Montérégie. Quand même. Si la loi n'avait pas été là, il y a eu des demandes pour 115 000 hectares. On comprend qu'il y a un équilibre qui s'est fait. Je pense que c'est grâce à la loi puis à la commission. Pas toujours d'accord avec les décisions de la Commission de protection du territoire agricole, mais généralement, elle fait ça. Généralement, elle fait son travail. Vos rapports avec les municipalités de la région, vous nous les décrire? Est-ce que c'est bon, c'est mauvais? C'est quoi? C'est variable, mais c'est généralement bon ou très bon. La plupart des MRC, je pense qu'on a des relations cordiales, puis on a des rencontres avec les préfets, avec les maires, puis on essaie d'aller au-devant des coups, on essaie de prévoir, dans le fond, les dossiers sur lesquels il pourrait y avoir des frictions. Puis si on ne se met pas d'accord, au moins on est conscient des positions de chacun, puis on s'est parlé comme il faut. Il y en a que c'est plus difficile. Je pense que ça dépend du style de politicien auquel on a affaire. Il y en a qui aiment ça
jouer du coude un peu plus, puis c'est correct. Mais moi, ou d'autres qui peut-être poussent davantage sur le développement résidentiel ou immobilier. Je dirais qu'ils sont pas mal tous là-dedans. Puis ils n'ont pas le choix, honnêtement. C'est une question de fiscalité. Là. Ouais, ils sont dépendants de ça. Ils D'ailleurs, ils revendiquent d'avoir d'autres sources de financement. C'est ça. Fait qu'on se rejoint un peu là-dessus, mais ils ont 4 ans pour faire leurs preuves, si on veut. Fait que ça amène toujours l'idée qu'il faut aller chercher plus de taxes. Puis le quick fix, ben, c'est d'aller chercher un autre développement résidentiel, souvent au détriment de la protection des terres. Fait que, il y en a qui en sont conscients, il y en a qui le sont moins. Mais au final, quel impact que ça a sur nos relations avec le monde municipal? C'est variable, mais généralement, je pense qu'on réussit à avoir des relations cordiales. Si on récapitule en termes de solutions que l'UPA propose quant aux problèmes de l'agriculture au Québec, à l'égard du gouvernement du Québec, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement du Québec? Bien, on a glissé là-dessus. Là, premièrement, c'est sûr qu'il faut diminuer la paperasse, la bureaucratie, la réglementation excessive. Ça n'a plus d'allure, puis les producteurs nous disent on est à bout de souffle, on passe beaucoup de temps à remplir les mêmes documents encore et encore et encore, ou avoir engagé quelqu'un pour remplir ces documents-là, ce qui est quand même un coût monétaire important. Puis aussi, c'est qu'il y a des sanctions qui sont mises en place qui n'ont pas d'allure suite à ces règlements-là. Donc, ça prendrait un petit peu plus de réalisme là-dedans. Donc, ça, c'est pour le niveau réglementaire. Puis au niveau financier, bien, on l'a dit, là, peu importe la forme que ça va prendre, là, tous nos fermes en démarrage, nos fermes où les secteurs d'activité sont en difficulté, ça prend un signal comme quoi que le gouvernement comprend la problématique. Puis ça, c'est de l'argent, c'est des liquidités. Fait que c'est-tu un break sur le taux d'intérêt, c'est-tu une réforme des programmes rapides qui va les rendre plus efficaces? Je pense qu'on peut jaser, là, mais ça prend un signal rapide du gouvernement, puis actuellement, on ne l'a pas. Là. Au niveau de la surréglementation, pouvez-vous nous donner un exemple de ce que vous considérez, par exemple, comme une réglementation là, qui devrait être éliminée? Il y a un nouvel omnibus réglementaire qui a été adopté, sur lequel on a mis des nouvelles... on a changé la loi sur les pesticides pour l'amener sur, dans le fond, les semences de maïs qui sont enrobées par des insecticides. Puis l'objectif à la base, on le comprend, ces insecticides-là ont un impact sur que ce soit sur les abeilles ou les insectes ou la vie aquatique. On le sait qu'il y a un impact. Il ne faut pas en mettre partout, mais là, les demandes sont exagérées. Il faut documenter à l'automne quelle terre pourrait recevoir ce type de semences-là au printemps. Souvent, quand on finit de battre, il neige 2 jours après ou on finit dans la neige. On n'est pas capable d'aller chercher ces informations-là. Donc, au niveau, c'est pas réaliste de le mettre en place. Puis là, on va considérer ces semences-là comme étant des herbicides. Donc, ça va prendre un permis d'application d'herbicide pour aller semer. Si je veux montrer à mon fils de 14 ans d'aller semer, il ne pourra pas, normalement. Il ne se fera pas pogner, mais il serait passible d'avoir une amende parce qu'il essaie d'apprendre à semer. Ça, c'est à Québec, ça se réglemente, ça, les pesticides? Absolument. C'est vraiment à Québec. C'est pas réaliste par rapport à ce qui se passe au champ. Puis les sanctions qui y sont associées sont démesurées aussi par rapport à la faute qui pourrait avoir lieu. Donc, c'est un règlement qui est déconnecté, que toute la classe agricole dénonce, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas eu... Et comment Ottawa, maintenant, pourrait contribuer à soulager les agriculteurs québécois? Bien, d'un, renforcer le message comme quoi la protection de la gestion de l'offre, c'est inattaquable. Le Bloc québécois essaye de passer un projet de loi en ce sens-là. Là, c'est bloqué au Sénat, particulièrement à cause des sénateurs conservateurs tout de suite. Fait que ça, c'est un. L'autre chose, réciprocité des normes, on en parle beaucoup, mais on l'a dit tantôt. C'est pas normal qu'un produit étranger rentre une fraction du coût de production du producteur, que le producteur doit assumer ici. Fait que c'est clair que les normes de production et les normes de qualité ne sont pas au rendez-vous. Puis on accepte ça. Fait que, et ça, c'est Ottawa qui a le pouvoir de fermer les frontières là-dessus. C'est ça. Fait que le consommateur, que le citoyen exige des normes, les meilleures normes au niveau de son alimentation, on le comprend. Qu'il devienne un redoutable consommateur à l'épicerie, on le comprend, mais en quelque part, on est incohérent là-dedans. Puis c'est le gouvernement qui peut réglementer ça. Notre voisin américain va être en élection bientôt, possible retour de l'ineffable M. Trump. Est-ce que vous avez des craintes par rapport à ça, sur la question justement de... Bon, on sait que la dernière fois, il s'était attaqué justement à la gestion de l'offre. Comment vous voyez ça? Moi, je pense que c'est la crainte numéro 1 tout de suite, là, le maintien de la gestion de l'offre dans ce qui en reste, parce qu'avant, on disait dans son intégralité, mais elle a tellement été grugée, effectivement, que là, ce qui en reste, il faut absolument le maintenir. Je
me fais pas d'illusion que si M. Trump revient au pouvoir, il va s'y attaquer. C'est un cheval de bataille. L'État qui est facile pour lui. Je veux dire, il a l'appui de pratiquement toute la classe agricole aux États-Unis. C'est la commande qui lui passe. Lui, il va attaquer là-dessus. Maintenant, on entend même des voix au Canada là-dessus par rapport à la gestion de l'offre. On entend l'Institut économique de Montréal, par exemple, ou M. Bernier, et certains conservateurs aussi attaquer la question de la gestion de l'offre en disant que ça nuit à la concurrence, ça fait augmenter les prix. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, la gestion de l'offre, je trouve qu'elle est essentielle pour le dynamisme de nos régions au Québec. Il y a plusieurs régions, surtout des régions périphériques, où si on veut maintenir un dynamisme économique, ça prend une agriculture qui fonctionne. Ça, c'est vrai partout. Je veux dire, ici, même ici, dans les jardins d'Apierville, l'activité principale, c'est l'activité agricole. C'est au niveau économique. Mais dans les régions périphériques, à cause des coûts de transport, des conditions climatiques plus difficiles, c'est un enjeu de maintenir ce dynamisme-là en tant qu'agriculture. Mais la gestion de l'offre permet ça parce que, on va pouler les coûts de transport, notamment. On va assurer un prix équitable au niveau que ce soit le lait ou la volaille. Donc, ça permet à ces fermes-là de survivre, puis même de prospérer, puis d'assurer le dynamisme de l'ensemble de la communauté. Au niveau de l'occupation du territoire, qui est un enjeu que tous les partis politiques reconnaissent, bien, c'est un des éléments les plus importants. Il faut conserver ça bec et ongle. Il faut vraiment se battre pour ça. Vous rappelez, pour nos téléspectateurs, la gestion de l'offre, ça touche quelle production? Bien, c'est la production laitière, puis tout ce qui est, on appelle ça la plume. Là. Donc, le poulet, le dindon, les œufs. C'est essentiellement ça. D'accord. Et si, en terminant, M. Letellier, vous nous faire part de votre vision de l'importance du monde agricole, de l'agriculture pour l'avenir du Québec? Je pense qu'il n'y a pas un pays qui peut se permettre de négliger son agriculture. La sécurité alimentaire, l'autonomie alimentaire, c'est ce qu'on a de plus important. On ne veut pas être à la merci de ce qui se passe à l'étranger ou de ce qui peut provenir de l'étranger parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Puis moi, je peux donner un exemple le plus rapide possible. Mes grands-parents sont originaires de France, sont arrivés ici en 1962, ils ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Puis ils étaient en Normandie. Donc, à la fin de la guerre, il ne restait plus rien. Les Allemands avaient tout volé ou tout détruit. Puis la seule façon que ces gens-là ont pu survivre, c'est parce qu'il y avait encore leur terre agricole, puis ils ont pu se nourrir à partir de ces terres-là. Puis c'était pas facile. C'était une existence de misère, mais ils ont passé au travers jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de reconstruire puis de repartir leur activité. Fait que, là, on peut se dire, on est au Québec, il n'y a jamais eu de guerre, on est tranquille, puis tout, mais on ne le sait pas. Parce que les autres, en 1935, ils n'auraient jamais pu imaginer qu'ils perdraient tout dans un espace de 10 ans. Donc on parle de l'essentiel ici, finalement. Absolument. L'avenir dure longtemps, on ne sait pas de quoi qui est fait, puis on peut tout perdre rapidement. Fait autant pour la protection des terres agricoles, au niveau de la capacité de nos entreprises à prospérer et à être pérennes dans le temps. Je pense que le monde occidental, après la Deuxième Guerre mondiale, a compris qu'il fallait supporter son agriculture pour ne pas revivre les années de misère qu'ils ont vécues à cette époque-là. Puis il faut le garder en tête, c'est facile à oublier, ça fait déjà 80 ans. À peu près personne d'entre nous était là à l'époque, mais ça a existé, c'est déjà arrivé. Il faut tout faire pour pas que ça se répète à nouveau. M. Letellier, je vous remercie beaucoup. Bien, merci beaucoup.